Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici tout de suite les faits marquants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui le lancement de la conférence sur la recherche, les défis et la politique des pays de la Corne de l'Afrique. Et en Syrie, le régime a utilisé à 4 reprises des gaz neurotoxiques à Khan Cheikhoun, selon Human Rights Watch. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Une conférence de haut niveau regroupant les ministères de l'enseignement supérieur de 5 pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, membres de l'UNESCO, à savoir l'Ouganda, les Comores, la Somalie, le Sénégal et le Sud-Soudan, a débuté ce matin au Djibouti Palace Kempinski sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette conférence durera du 2 au 4 mai prochain. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son épouse, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli à son arrivée pour la justice de l'enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que par les autres membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts cadres et dignitaires civils et militaires du pays, des diplomates accrédités à Djibouti, ainsi que les représentants des organisations internationales basées à Djibouti. Un accueil agrémenté par des danses folkloriques sous une ambiance haute en couleurs. Cette conférence de 3 jours concerne donc le défi de l'enseignement supérieur, les universités et les jeunes. Cette réunion de haut niveau interpellera le public à inclure davantage les sciences naturelles, la recherche scientifique et sociale pour relever les défis des objectifs de développement durable, de la sécurité humaine, de la paix et des réseaux climatiques de la région impliquée dans le domaine des recherches. Entamant la série des interventions, la directrice du bureau régional de l'UNESCO et les représentants des Nations Unies présents à cette conférence ont rappelé tour à tour l'importance que revêt cette conférence pour les pays africains. On les écoute. Monsieur le Président, qu'est-ce que les enjeux et contextes de cette conférence? Mon rôle aujourd'hui est de situer cette conférence dans les défis et opportunités actuelles de l'Afrique, dans notre quête d'atteindre les 17 objectifs de développement durable qu'ont dit Monsieur le RC. Le thème de cette conférence, l'enseignement supérieur, la politique et la recherche, la qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est
et l'océan Indien est un cri de ralliement pour rassembler nos pays, et en particulier ceux de nos États membres de la région de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, pour se mobiliser de manière organisée et synergique pour s'attaquer aux défis de la qualité et de la pertinence de nos systèmes d'enseignement supérieur, tout en identifiant les opportunités, tant visibles que latentes, qui peuvent être exploitées pour atteindre nos objectifs. Chers universitaires et chers étudiants, l'UNESCO en particulier et toutes les agences des Nations Unies en général seront toujours vos partenaires privilégiés pour atteindre les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés en 2030. Et cela peut se réaliser avec une éducation de qualité, objectif numéro 4, qui favorise l'industrie, l'innovation et les infrastructures, objectif 9, pour mieux réduire l'inégalité, objectif 10, avec des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, objectif 13, protégeant ainsi la vie aquatique et terrestre, objectifs 14 et 15, dont la paix et la justice socle des institutions efficaces, objectif 16, sans perdre de vue des partenariats pour la réalisation de nos objectifs, objectif 17. Et pour tout cela, l'enseignement supérieur et la recherche demeurent sans aucun doute l'un des éléments moteurs pour les atteindre. Et par la suite, ce fut au tour du ministre sénégalais de l'enseignement supérieur de prendre la parole et il s'est exprimé en ces termes. On l'écoute. Le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche est une condition essentielle du progrès économique, social et culturel des pays. En effet, il est unanimement reconnu l'importance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier à l'heure où le monde vit dans la société du savoir et l'économie de la connaissance. La structure actuelle de l'économie et les rapides innovations technologiques font de l'enseignement supérieur et de la recherche des enjeux fondamentaux pour la société contemporaine et une composante essentielle de la compétitivité des nations. Sur le plan international, le dernier rapport de l'UNESCO sur la science publié en novembre 2015 a montré que les universités sont de plus en plus tournées vers l'international. Cette internationalisation s'accélère avec le numérique qui permet d'atteindre un public mondial au-delà des frontières des campus, notamment grâce à l'enseignement à distance. Cette révolution numérique suit son cours et va fortement contribuer à la réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, est également intervenu et a indiqué que cette conférence est importante à plus d'un titre pour Djibouti. Je vous propose de l'écouter. Alors, la question fondamentale aujourd'hui reste la suivante. Que peuvent faire les universités et les centres de recherche pour répondre aux nouveaux enjeux d'un monde plein d'incertitudes et en perpétuelle évolution? Mesdames et messieurs, rien que d'ici 2020, l'économie mondiale devra combler un déficit de 85 millions d'emplois qualifiés. En 10 ans, dans les 10 années qui viennent, 80% de toutes les professions nécessaires nécessiteront des compétences scientifiques et technologiques. Oui, tout le monde s'accorde pour dire que l'enseignement supérieur à la recherche doit tout simplement innover et changer de modèle. Devant ce constat, quelques pays font figure de cheval de course dans ce domaine de l'innovation et de l'apprentissage. On peut citer des petits pays comme Djibouti, la Finlande, Singapour ou Hong Kong, ou des villes citées Shanghai en Chine. Ici, nous avons également entendu l'exemple du Sénégal qui peut nous servir de modèle et les réformes qui ont été opérées. La clé du succès, mesdames et messieurs, réside dans quelques éléments clés, 4 éléments que j'ai pu relever. Transformer notre curriculum, learning by doing. Il faut apprendre en faisant. Innover technologiquement, utiliser les technologies de l'information et de la communication comme support à ces formations. Pour nous, Africains,
Le défi essentiel n'est pas d'effectuer du copier-coller de ce modèle, mais de s'en inspirer par des réformes et des actions adaptées à notre environnement, en intégrant notre enseignement supérieur et notre recherche au monde de l'entrepreneuriat, en investissant dans l'ingénierie et les valeurs sociales qui, à Djibouti, nous sont très chères. À Djibouti, nos enseignements d'institutions supérieures sont jeunes. Elles sont donc capables de s'adapter et d'accepter de nouvelles réformes. En effet, notre université fêtera, dans le jour qui vient, ses 10 ans avec 10 000 étudiants. Je tiens à féliciter le président de la République pour avoir cru à la création de l'université qui nous permet aujourd'hui d'accueillir plus de 10 000 étudiants. Notre université a su également s'inscrire dès sa création au principe du système licence, master, doctorat. Elle dispose aujourd'hui de plus d'une centaine de docteurs et doctorants, des professeurs, tous, je le dis bien, tous djiboutiens. Et pour un certain nombre issus de l'université de Djibouti. Sans compter chaque année le nombre de plus en plus croissant des diplômés et dans différentes filières. Après les licences, mesdames et messieurs, nous avons créé les masters dans de nombreuses filières et la boucle a été bouclée il y a quelques mois par la création d'une école doctorale en République de Djibouti pour mieux encadrer les thèses et les adapter à nos besoins. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette conférence sur l'enseignement supérieur des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, membre de l'UNESCO, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans un premier volet évoqué les avancées impressionnantes qu'offrent les nouvelles technologies comme moteur de développement. Voici le propos du chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis très heureux d'être ce matin parmi vous pour procéder au lancement de cette conférence dont les thématiques sur l'enseignement supérieur et la recherche présentent pour moi un intérêt particulier et toujours grandissant vu les avancées impressionnantes qu'offrent les sciences et la technologie comme moteur du développement dans un monde globalisé et en perpétuelle compétition. Je voudrais féliciter pour cette initiative le ministre de l'Enseignement supérieur et la directrice régionale de l'UNESCO, Mme Anne-Thérèse Dong Jetta, pour l'organisation de cette conférence qui constitue une première dans le genre et qui, je suis convaincu, nous permettra d'identifier les voies et moyens pour construire un enseignement supérieur de qualité, à la fois porteur d'une éducation basée sur la paix et la tolérance et à même de répondre aux exigences du marché de l'emploi en perpétuel mouvement. Que la réflexion porte sur les défis à venir en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien me réjouit d'autant plus au vu de l'interdépendance sociale, culturelle, environnementale et économique que nous partageons. Mesdames et messieurs, nous vivons un véritable tournant de notre histoire où plusieurs indicateurs comme le taux de croissance, le dynamisme régional, notre jeunesse africaine en plein essor et de plus en plus diplômés nous autorise à être optimistes pour notre avenir. Tout cela nous rassure sur nos capacités à affronter le monde avec beaucoup de réalisme et à toujours aller de l'avant. Mais pour atteindre ces objectifs, il faudra travailler sur l'acquisition de plus de savoir et de connaissances, avec pour vecteur du progrès la recherche et un enseignement de qualité, en phase avec son époque, avec les exigences de modernisation de notre économie, mais aussi avec les défis de notre époque. Pour cela,
Nos universités, comme nos centres de recherche, doivent aller vers une rationalisation socio-économique de leur rôle avec plus d'ouverture vers le monde extérieur et des réformes en profondeur pour répondre aux besoins des populations et des entreprises tout en étant innovantes pour être. Second volet, le président de la République, lors de cette réunion de haut niveau sur l'enseignement supérieur dans la région, a mis en exergue la révolution numérique ainsi que l'intelligence artificielle, tout en exhortant les penseurs, décideurs et le pouvoir public de tous bords à ne pas rater cette révolution bénéfique, tout simplement en étant acteurs à travers l'investissement dans le développement des sciences et des technologies de pointe. Écoutons encore une fois le président de la République. Mesdames et messieurs, chercheurs, professeurs et étudiants ne doivent pas oublier que nous vivons des bouleversements sans précédent. Depuis la révolution industrielle, celle de la révolution numérique qui bouleverse toutes nos capacités de connaissance et où l'intelligence artificielle va réinventer la société, l'économie et la science telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi je continue à croire qu'il est important pour nous de ne pas rater cette nouvelle révolution et d'en être acteurs en investissant dans le développement incontournable des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, connues sous l'acronyme des STEAM. Discipline centrale aux sociétés technologiquement avancées et considérée comme véritable indice de capacité d'un pays à soutenir son existence et sa croissance. En Afrique, nous restons malheureusement dans ce secteur encore en deçà de ce qui est requis et devons nous donner les moyens d'y remédier. Pour cela, nous devons ensemble renforcer la stratégie continentale africaine pour l'éducation dans l'agenda 2063, qui répond aux préoccupations de la position commune africaine pour rendre efficace les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche avec pour mission première de faire réussir notre jeunesse, de mieux la préparer à tous les enjeux à venir, à éclairer les politiques dans ses choix, à transformer la société et répondre aux besoins des populations et aux problèmes environnementaux. Il faudra, à titre d'exemple, être capable de saisir les opportunités que nous offrent les changements climatiques pour être plus innovants en matière d'économie verte et d'économie bleue, encore très peu exploitées par nos pays. Pour cela, nos universités doivent être productives, se reformer en profondeur pour dépasser les schémas classiques de transmission du savoir et créer un citoyen capable d'utiliser les connaissances acquises à l'école ou à l'université plutôt que de les emmagasiner sans capacité de les transformer en savoir utile, créateur de valeur. C'est à ces conditions que l'individu sera capable de produire des biens et des services, de participer à l'économie et aux efforts de développement durable et à la prospérité du pays. Pour cela, l'université doit travailler avec le secteur privé, les entreprises et nouer des relations avec d'autres universités en utilisant davantage les nouveaux moyens technologiques, notamment des cours en ligne, engager des enseignants capables d'épouser cette nouvelle vision, quitte à aller les chercher à l'international quand les compétences n'existent pas dans nos pays. Car la science se mondialise et ne connaît pas les frontières. C'est ce que disait d'ailleurs, et à juste titre, Pasteur, la science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. Pour réussir ce pari, les universités et les centres de recherche
devront travailler sur la base d'un contrat de performance, d'une assurance qualité, d'une promotion fondée sur l'évaluation des résultats. Nous donnerons les moyens nécessaires pour rendre possible ces nouvelles orientations. Mesdames et messieurs, le temps nous est compté pour prendre les décisions qui s'imposent, pour faire de nos universités et centres de recherche les chevilles ouvrières de notre développement. Je vous invite dès aujourd'hui à l'action pour réussir ce pari pour l'avenir et faire de l'Afrique un continent prospère, un continent porteur d'espoir, un continent qui gagne. Sur ce, je déclare la conférence enseignement privé et recherche, qualité et enjeux futurs ouverte. Je vous remercie. À présent, chers téléspectateurs, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. En marge de cette conférence de 3 jours sur les défis de l'enseignement supérieur en matière de recherche, de développement durable, de sécurité humaine, de paix et des changements climatiques organisée durant 3 jours à Djibouti, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les experts et les réseaux scientifiques de la région impliqués dans des recherches basées sur les nouveaux défis liés à la croissance et au développement durable. Durant cette rencontre avec ces éminents universitaires, les décideurs de l'enseignement supérieur de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, les leaders d'opinion de la société civile et du secteur privé, il a été question de mettre en place des réformes en vue de promouvoir la recherche scientifique au niveau national et régional, ainsi que le développement socio-économique et les stratégies à adopter au niveau du changement climatique, tout en accélérant l'intégration totale des TIC dans l'enseignement supérieur des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, membre de l'UNESCO dont Djibouti fait partie. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mohamed Ali Ahmed, a atterri à Bakou, en Azerbaïdjan, ce mardi matin, accompagné d'une forte délégation composée de la présidente du groupe d'amitié Djibouti-Azerbaïdjan, l'honorable Safia Elmi Djibril, et de 2 membres de la même commission, Ahmed Hassan et Abdullahi Bilal Kidar. Et dès son arrivée à l'aéroport, la délégation a été chaleureusement accueillie par le vice-président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan qui, après un entretien avec le président Ahmed, a conduit directement la délégation à la présidence. Et durant 45 minutes, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s'est entretenu avec le président du Parlement djiboutien et s'est réjoui des relations bilatérales qui unissent les 2 pays frères. Avant tout propos, le président Ahmed a transmis au président azerbaïdjanais les sincères salutations et l'amitié de la part de notre président Ismaël Omar Guelleh. Les 2 hommes ont exprimé chacun à leur tour leur fierté de voir cette coopération se développer de jour en jour dans les domaines parlementaires mais également économiques. Le président Ahmed a assuré que l'Azerbaïdjan peut compter sur Djibouti et que notre pays est fier d'être sa porte d'entrée sur les continents africains, notamment dans le domaine aéroportuaire et portuaire. De même, le président Aliyev s'est réjoui de la résolution que le Parlement djiboutien a votée pour condamner l'agression que l'Azerbaïdjan a subie de la part de l'Arménie. L'entretien s'est déroulé en présence de Mohamed Ali Kamil, ambassadeur de Djibouti résidant à Moscou, et Elman Aboul Yazev, ambassadeur d'Azerbaïdjan résidant à Addis Abeba. Les 2 hommes ont été félicités pour les efforts quotidiens qu'ils mettent en œuvre pour renforcer les relations bilatérales et l'amitié entre les 2 pays. Sport à présent, une nouveauté dans le sport national, promouvoir et garantir l'épanouissement des agents qui assurent notre sécurité en contribuant à leur bien-être physique et moral. C'est sur ce slogan que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les forces armées djiboutiennes, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, les gardes-côtes, la garde pénitentiaire, a lancé officiellement la première édition du championnat intercorps au complexe Roi Fahad.
Le coup d'envoi est donné par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le général Ali Hassan, les différents représentants des corps armés et du cadre du secrétariat d'État, ainsi que par le président de la Fédération djiboutienne de football pour les matchs d'ouverture des différentes disciplines du championnat, à savoir le football, le volleyball et la pétanque. Les matchs ont commencé à peu près tous vers 16 h devant un public en effervescence de chaque corps armé. Pour le match d'ouverture de football, on a assisté à un vrai derby entre l'équipe de la protection civile et celle des gardes-côtes pour une place en demi-finale, donc une élimination directe. L'équipe des gardes-côtes, très bien organisée et fidèle à sa philosophie du jeu depuis l'entame du match jusqu'à la fin, a écrasé son adversaire du jour sur un score sévère de 3-1 et file en demi-finale. La deuxième rencontre a opposé l'équipe de la garde pénitentiaire à celle de la police nationale, un match très facile pour la police qui a puni son adversaire sur un score de 9-1. Le volleyball et la pétanque, qui est une discipline très développée au sein de l'armée, pour une première. Donc ce tournoi, c'est un premier tournoi, mais ce n'est pas le dernier. C'est pour préparer la saison prochaine, pour que les forces armées de sécurité puissent mettre en place une organisation qui leur permettra d'organiser un championnat interarmé comme partout ailleurs dans le monde. Il existe des championnats et nous amener à faire de la détection, profiter de cette masse. Toujours en nouvelles du pays, le quartier Hayablé de la commune de Balbala a abrité dimanche une cérémonie de formation destinée aux jeunes de ce quartier à la quête pour créer leur propre entreprise. Une formation dispensée par l'INAP qui a permis à une trentaine de jeunes de maîtriser toutes les étapes pour créer une entreprise. Au bout d'un travail intense de 2 jours, les jeunes se sont vus récompensés de certificats attestant leur niveau et de la base en informatique qui pourra désormais leur ouvrir des portes dans les milieux professionnels. La cérémonie a vu la participation du directeur général de l'INAP, Chalmaké Idriss Ali, et du député Ouarsama. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Dans le territoire occupé de Gaza, le mouvement palestinien Hamas s'est dit prêt à accepter la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967. L'organisation de résistance du courant islamiste Hamas a présenté son programme politique insistant sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec l'État d'Israël. Cet État que le mouvement sioniste veut présenter comme étant l'État exclusif des Juifs du monde entier. Le Hamas a accepté que soit créé un État palestinien à côté d'Israël et dans les limites des frontières de 1967. Dans le document rendu public en arabe et en anglais, que le mouvement Hamas a estimé que l'établissement d'un État palestinien entièrement souverain et indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem pour capitale est une formule de consensus national. Ce document de 42 points a été mis en ligne sur le site du Hamas au moment même où débutait à Doha une conférence de presse du chef du Hamas en exil, Khaled Meshal. Cette conférence était retransmise en direct à Gaza, tenue par le Hamas, alors que toutes les négociations et conférences de paix de l'OLP n'ont donné aucun résultat face à l'intransigeance d'Israël qui continue sa politique de colonisation et d'occupation avec le soutien des grandes puissances. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour. Donc nous allons parler des relations qui sont très tendues entre la Corée du Nord et les États-Unis de Donald Trump. Oui Ahmed, le temps va être plus apaisé entre Washington et Pyongyang alors que les tensions sont au plus haut entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a annoncé hier est prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Si les conditions étaient réunies et pour que le rencontrer, je le ferai absolument. Je serai honoré de le faire, a-t-il affirmé dans un entretien à l'agence Bloomberg, dans son précision sur les critères qui pourraient le pousser à prendre une telle décision. Un tel rendez-vous serait un premier pour Kim Jong-un depuis son arrivée au pouvoir après la mort de son père en 2011. Le dirigeant et dictateur nord-coréen n'a jamais rencontré un dirigeant étranger. Pyongyang a averti hier qu'elle était prête à mener n'importe quel moment un 6e essai nucléaire, des menaces qui interviennent alors que Donald Trump a notamment affirmé qu'il était prêt à régler le problème nord-coréen seul et par la force.
Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.